Bonjour à tous et bienvenue dans ce titre, certes un petit peu bateau, comment réaliser de belles photos avec un grand angle, mais ne partez pas car a priori les éléments que je vais vous donner ici sont rarement mis en avant par, en tout cas d'après ce que j'ai pu voir dans d'autres contenus. Je ne vais pas vous donner des astuces comme apprenez à bien composer votre image, apprenez à analyser la lumière. Ça vous devriez a priori le faire en général dans toutes vos prises de vue. On va vraiment essayer de trouver 3 éléments que vous ne connaissez peut-être pas. On va aussi utiliser certaines applications qui nous permettront de rajouter du caractère à nos images de paysage. Alors restez jusqu'au bout, on commence directement. Donc déjà, au cas où vous ne le saviez pas, sur un appareil photo full frame, on considère toutes les focales en dessous de 50 mm comme étant des grands angles. Donc là, on définit un petit peu dans quelle gamme d'optique on va se diriger. Pour un capteur APS-C, il y aura toujours un rapport x 1,6 à réaliser pour avoir une idée, une meilleure idée, disons, de l'angle de champ qu'on va avoir. Donc on considère plutôt toutes les focales en dessous du 35 mm comme étant des grands angles. Et voici donc la première astuce qui vous permettra directement de gagner beaucoup de temps lors de vos prises de vue de photos de paysage avec un grand angle. Utilisez le mode AP, priorité à l'ouverture. Déjà, a priori, définissez l'ISO au minimum, puisque vous allez, en tout cas, ici on va s'intéresser à la photographie de paysage de jour, donc vous n'aurez pas besoin de booster, on va dire, votre capteur pour qu'il recrée une information qui n'existe pas. Laissez-le tranquille, mettez-le au minimum, vous n'en aurez pas besoin. En tout cas, pas pour l'instant. On va voir une alternative au cas où vous ne voudriez pas passer en dessous d'une certaine vitesse par la suite. Choisissez un diaphragme entre, je dirais, 8 et 14. Pas besoin de fermer plus que ça non plus, parce que sinon vous risquez de commencer à voir des aberrations chromatiques apparaître dans vos images. Vous risquez de voir les poussières en avant-plan nettes et du coup de dégrader votre image. Donc ça, c'est pas bon non plus. Du coup, un diaphragme entre f8 et f14 me semble relativement correct, puisqu'évidemment on veut quand même profiter d'une profondeur de champ relativement intéressante. Ensuite, pour la vitesse, laissez faire votre boîtier, puisque c'est bien là l'intérêt du mode priorité à l'ouverture. Cependant, si vous commencez à voir du flou apparaître dans votre image à cause du temps de pause qui serait trop long, n'hésitez pas à mettre votre ISO en automatique et à définir dans votre boîtier, je vous montrerai après en image comment, une vitesse minimale en dessous de laquelle vous ne voulez pas qu'il passe. Votre boîtier prendra donc en compte évidemment le diaphragme que vous lui aurez indiqué. Il, dans l'idéal, choisira l'ISO minimum et travaillera avec la vitesse. Mais si votre vitesse passe au-delà de la limite que vous lui aurez indiquée, et bien à ce moment-là, votre boîtier décidera d'augmenter les ISO pour avoir une juste exposition. Donc concrètement, si vous choisissez un diaphragme A8, un ISO à 100 au minimum donc, et qu'il y a assez de lumière, vous laissez faire votre appareil photo en termes de vitesse. Si vous commencez à avoir du flou apparaître, vous choisissez une vitesse minimale en dessous de laquelle vous ne voulez pas passer, vous mettez votre ISO en automatique et votre boîtier se chargera du reste. Ici, je vous montre donc, comme promis, le paramètre qui vous permet de choisir une vitesse minimale à ne pas dépasser lorsque vous êtes avec un ISO automatique. Donc ici, on voit qu'il est grisé, je ne peux pas le sélectionner. Pour cela, je dois me mettre en priorité à l'ouverture, puisque ça ne fonctionnera que dans ce mode-là. Voilà. Et donc, on voit maintenant qu'il est en blanc. Je vais le sélectionner. Et ici, je vais pouvoir choisir la vitesse en dessous de laquelle je ne veux pas passer. Par exemple, un 125e, un 60e, c'est vraiment la grande limite que je vous propose de ne pas dépasser. Un 60e, ok. Donc maintenant, ici, si je mets mon ISO en automatique, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère, eh bien on voit que voilà, mon exposition se fait automatiquement, soit avec la vitesse ou alors avec l'ISO si j'arrive à la limite de 1/60e de seconde. Ensuite, deuxième élément, et je dois bien avouer que celui-ci est plutôt utilisé par les puristes, puisqu'en général, lorsque vous avez un paysage, votre sujet est relativement loin, vous avez déjà un grand angle, une profondeur de champ assez grande puisque vous utilisez un diaph relativement fermé. Mais si vous voulez vraiment profiter de la plus grande profondeur de champ possible, vous devriez faire la mise au point au niveau de l'hyperfocale. Concrètement, faire votre mise au point à une distance égale à l'hyperfocale vous permettra de profiter de la plus
grande profondeur de champ, la plus grande zone de netteté possible en allant jusqu'à l'infini. Si vous voulez définir l'hyperfocale en fonction de votre boîtier, de votre objectif, de vos paramètres évidemment induits à l'appareil photo, très difficile de faire de tête. Alors pour cela on utilise une application. Personnellement j'utilise l'application F8 qui me permet donc de rentrer tous les éléments qui rentrent en compte pour définir l'hyperfocale, et je retrouve directement sur l'application la distance idéale à laquelle faire ma mise au point, donc pour profiter de cette grande profondeur de champ. Voilà, donc ici je vais vous montrer l'application dont je vous parlais, donc F8, qui s'appelle en réalité Lens Toolkit. Je vous mettrai le lien en description bien entendu. Je vais l'ouvrir. Ça c'est l'interface générale avec plein d'indications. On va pouvoir choisir ici donc notre boîtier. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y en a une chier. Ici Sony A7 III, c'est mon boîtier principal. HD full frame. Aspect ratio, on va pouvoir choisir par exemple 4/3 pour la photo. L'objectif utilisé, une fois de plus on a tout ce qui est possible et imaginable, qui est sans cesse mis à jour évidemment. Sigma Art Prime. 35 mm c'est mon objectif principal. Ok. Ok. Ici. C'est parti. Donc là on a plein d'infos. Je vais zoomer un petit peu. J'espère que vous voyez mieux. Voilà. J'espère que vous voyez. On a donc ici la focale utilisée. On va choisir notre diaphragme. Donc par exemple F8. Ok. Et là, on va avoir une information qui apparaît. Hyperfocale distance. Donc là, à 6,92 m, on aura donc notre hyperfocale par rapport à toutes les infos qu'on aura données. Et donc si ici je choisis ma distance de mise au point à 6,92 m, ou 92 si vous préférez, eh bien on va voir que notre zone de mise au point sera faite entre 3,47 m et l'infini. C'est donc bien l'information qu'on cherchait. Ensuite, utilisez les informations qui sont écrites sur votre bague de mise au point afin de faire votre mise au point à la distance indiquée par l'application. Donc voilà, pour être parfaitement honnête, évidemment j'utilise pas sans cesse le point hyperfocal pour faire ma mise au point à la distance idéale. Je sors pas à chaque fois mon application. Voilà, quand on veut aller un peu plus vite, en général, le fait de travailler avec un grand angle, avec un sujet relativement lointain et avec un diaph assez fermé, permet déjà une grande profondeur de champ. Je fais plus ou moins ma mise au point à 1/3 de la distance qui me sépare des éléments les plus lointains, et donc j'ai plus ou moins une zone de netteté de 1/3 devant, 2/3 derrière. Mais si vous voulez vraiment une image tip top et prendre le temps de faire la photo idéale, eh bien c'est un excellent moyen. Un nouvel accessoire que vous pourrez rajouter dans votre sac à dos et qui est trop peu souvent mis en avant je trouve, c'est le filtre polarisant. Il pourra entre autres vous permettre de rajouter du contraste dans vos ciels. Il pourra aussi minimiser le reflet du ciel dans l'eau par exemple, ou alors simplement le reflet du photographe qui photographierait à travers une fenêtre. Ces éléments sont très difficiles à retirer en post-production, alors pourquoi pas les mettre en application directement à la prise de vue et essayer de les supprimer pour avoir la plus belle image possible. Voilà, ici je vais simplement vous montrer vite fait les implications qu'auront un filtre polarisant sur vos images. Donc je vais un petit peu faire le tour de l'appartement, essayer de trouver des éléments avec des réflexions. Alors ça dépendra aussi de l'incidence du soleil et de la lumière sur ces surfaces. Donc parfois ça marche bien, parfois moins bien. Mais bon, on verra ça directement en direct. Bon, ici le filtre n'est pas spécialement adapté pour cet objectif-ci. Donc je vais juste le poser devant en général, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée. Par exemple ici, au niveau du parquet, on voit quand je tourne, voilà, là il y a une réflexion sur le parquet, et quand je le mets dans l'autre sens, hop là, on voit vraiment une grosse différence. Voilà, ici, il n'y a plus du tout de réflexion dans le parquet. Boum, là ça se remet. Alors j'avais vu aussi par rapport à la chaise ici, vous voyez, hop là, elle est complètement disparue. Hop là. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit peu le tour de l'appart, voir ce qu'il y a d'autre. Voilà, encore ici très parlant, dans la TV. On voit complètement la réflexion de la table. Là je tourne, on voit pratiquement plus rien. Donc, à part évidemment sous certains angles, comme je vous l'ai dit, parce que la lumière est beaucoup trop intense dessus. Alors ici c'est très parlant avec l'écran de l'ordinateur, regardez ça. Ici je mets le filtre, donc là on est à la capacité maximale. On voit bien l'écran, hop je tourne. L'écran va vraiment aller jusqu'à s'éteindre complètement. C'est quand même formidable. Ici encore avec la vitrocéramique. Donc hop, je vais tourner
On filtre. Regardez, ça disparaît presque totalement. Donc voilà, vous avez compris l'idée, je ne vais pas en faire 150 non plus. J'ai essayé dans le ciel, là tout de suite, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ça dépend un petit peu de l'incidence du soleil, mais aussi des surfaces réfléchissantes à proprement parler. Donc voilà, vous avez vu que ça pouvait avoir plusieurs implications qui pourraient bien ajouter quelque chose à votre image de temps en temps. Donc pourquoi ne pas partir sur l'idée de l'achat d'un de ces filtres? Je vous mettrai un ou deux liens en description. A priori, je pense pas que ça coûte très cher, ça dépend un peu évidemment de la qualité comme toujours. Donc voilà, si ça vous intéresse, ce sera juste en dessous. Évidemment, le filtre polarisant pourra être utilisé à beaucoup plus d'escients que juste pour la photographie de paysage, mais dans ce cas-ci en particulier, il vous permettra d'ajouter donc du contraste dans le ciel et éventuellement de supprimer la réflexion du ciel sur la surface de l'eau afin de voir justement ce qui se passe en dessous. Ensuite, un point de vue trop peu utilisé en photographie de paysage, celui qui se trouve à ras de sol. Imaginez par exemple composer votre image avec un avant-plan très petit comme un insecte qui viendra donc se détacher avec beaucoup de texture. À ce moment-là, utilisez dans l'idéal un objectif macro mais avec un angle de champ relativement intéressant afin d'utiliser le paysage qui vient par derrière comme toile de fond, rien de plus original. Voilà, donc ici on va imaginer que je suis donc dans la nature. Voici mon arrière-plan, j'utilise la focale la plus large possible. Ensuite je suis au niveau du sol. Je vais faire ma mise au point le plus proche possible, ok. Vraiment ici devant. C'est pas un objectif macro, donc ça pourrait être davantage marqué avec un objectif macro si vous mettez vraiment un tout petit insecte par exemple devant. Et donc ici je vais venir mettre mon sujet, mon petit sujet. J'espère qu'il sera bien net malgré tout. Voilà, et donc on a un petit objet en avant-plan qui attire vraiment le regard. Et derrière, eh bien, on a le paysage qui fait office de toile de fond. Donc ça c'est vraiment avec le train d'ailleurs qui passe, regardez-moi ça, comme c'est superbe. On a choisi le bon timing, voilà. C'est un point de vue pas très souvent utilisé pour la photographie de paysage, cependant, dès qu'il est utilisé et utilisé à bon escient, la photo ressort directement de la masse. Un dernier élément, utiliser un long temps de pause lorsqu'il y a présence d'eau ou de nuages dans le ciel. Plus difficile de mise en application en journée puisque vous devrez utiliser un long temps de pause et donc capter un maximum de lumière. Vous devrez probablement utiliser un filtre ND, mais il existe aussi une alternative que je vous présente dans une vidéo précédente que je vous indiquerai donc juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. Le fait d'utiliser donc la pause longue sur les nuages ou sur l'eau, alors que le reste des éléments présents dans votre paysage seront nets, ajoutera beaucoup d'originalité dans votre cliché. Et puis un petit conseil bonus, attention aux micro-vibrations, particulièrement si vous travaillez avec les longs temps de pause que je vous exposais juste avant. Dans ce cas-là, utilisez même carrément un trépied avec le retardataire ou alors avec une télécommande pour déclencher à distance, c'est l'idéal. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à rajouter évidemment certaines informations qui pourraient intéresser ceux qui regardent ce genre de vidéo. Toutes les astuces en plus seront bienvenues bien entendu dans les commentaires. Je vous mettrai aussi en description un petit lien qui vous renverra vers un fichier afin d'améliorer vos photos en 10 étapes. Pour cela, pas besoin d'appareil photo professionnel, semi-professionnel, que sais-je, un smartphone suffit. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!